Écoute, la passion, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé. OK. Au début, je pensais pas du tout devenir passionnée de ça. C'était pas quelque chose que j'avais dans ma jeunesse, quoi que ce soit. OK. C'était vraiment, en fait, question de choix de carrière, hein, au secondaire. À l'époque, quand OK. j'ai fait mon secondaire, on avait des espèces de tests de personnalité qu'on faisait pour essayer de nous aider à nous diriger. Puis, dans le résultat de mes tests, j'avais eu quelque chose comme thanatologue, vétérinaire, fleuriste. un peu Ouais. n'importe quoi. Ben, pas du n'importe quoi, mais très, Ouais. très large. C'était Comme vaste, là. très vaste. Ouais, OK. Puis, les enseignants au secondaire, ils ne passent jamais à côté d'une occasion de faire un projet. Donc, il fallait prendre un de nos résultats du test puis faire une présentation orale devant la classe. OK. Alors, la petite Marie a regardé ça, puis elle s'est dit « Hey, si je fais une présentation sur le fleuriste, j'ai pas l'impression que je vais me faire écouter dans la classe. Là. OK. Rien contre les fleuristes, mais, Non, mais les jeunes ouais, du secondaire, c'est pas ça qui est comprends. passionnant nécessairement. » Puis on parle de l'époque là, où CSI, ça commençait à être à la mode dans ce style-là. Fait que je me suis dit « Je vais prendre thanatologue, ça va aller toucher une petite corde un peu plus tendance, puis au moins on va m'écouter pendant mon oral. » Puis, en faisant mes recherches pour faire ma présentation, là, ça a planté une petite graine de un petit intérêt, quelque chose de le fun, OK, pas pire, pas pire. Puis, à peu près à la même époque, hasard malheureux, mais qui est devenu un heureux hasard, si je peux le dire ainsi, mon grand-papa est décédé. Puis, ça m'a fait infiniment de peine, bien entendu, mais à cause des recherches que j'avais commencé à faire sur le sujet, ben, ça m'a fait changer un peu ma perspective, puis voir les funérailles de mon grand-père sous un angle nouveau, OK. parce que je commençais à m'intéresser au métier de thanatologue. OK. Puis ben, c'est sûr, avoir eu le choix, j'aurais préféré garder mon grand-papa. Ben oui. Mais ça a été le déclic. Ça a été un peu ça qui a OK. fait comme, hey, je vois concrètement ce que ça peut faire. Ouais. On avait eu un excellent service de la part du salon funéraire à l'époque, puis ça m'a touchée parce que j'étais sensibilisée à ça, en fait, à l'importance que ça avait dû à ma recherche à cause de l'école. Ouais. Puis c'est resté. Puis quand il a fallu que je fasse ma demande pour le cégep, ben, j'étais pas sûre que c'est ça que j'allais faire, mais c'était la seule option que j'avais en tête. OK. Puis finalement, je regrette pas une minute parce que jour après jour, à chaque fois que j'ai travaillé là-dedans, quand j'étais à l'école, tout ça, ben, c'est devenu vraiment une passion avec le temps, à force d'être dedans. Ouais. À l'école, tes cours, là, Oui. tu pratiques sur quoi? Oui, ben à l'école, en fait, on avait... il y a un programme qui existe, en fait, où on prenait soin, en fait, des personnes décédées, mais qui n'avaient pas nécessairement de famille. Ce qui est appelé, là, dans le jargon, d'un point de vue légal, là, même au sens de la loi, ce sont malheureusement des personnes qui sont considérées comme étant non réclamées. Donc, des gens qui décèdent puis qui n'ont pas nécessairement de famille pour prendre soin d'eux. Ben, il y a un programme, en fait, avec le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et le Collège de Rosemont. En fait, on prend soin de ces gens-là. Donc, ils sont laissés à nos soins, puis on apprend à embaumer, en fait, avec ces personnes-là, mais on leur donne tous les soins, en fait, qu'ils auraient eu dans un salon funéraire. Donc, tout en respect, tout en douceur. On les remercie pour leur générosité, bien entendu. Et par la suite, en fait, il y a une collaboration avec un salon funéraire là, pour procéder à la disposition finale à la fin. OK. Fait que c'est sur des vraies personnes, là? Oui. OK. Oui. Hey, je m'attendais tellement pas à ça comme réponse. Moi, je pensais que c'était, je sais pas. Tu sais, comme quand tu fais le CPR, t'as une poupée. Tu sais, comme Oui, quand oui. tu pratiques. Ça serait un peu plus compliqué. Ben oui, mais sur c'est une pour ça que je poupée. comprenais pas comment que, tu sais, c'est tellement complexe. Ben je crois, ça a l'air complexe, que la job que vous avez à faire sur un être humain décédé. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce processus-là dans des termes qu'on peut tous comprendre, mettons? Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur? Parce que je sais qu'on retire le liquide, je crois, Oui. du corps. C'est quoi exactement ce processus-là? Qu'est-ce que c'est? Parfait. Fait que l'embaumement, en fait. L'embaumement, ça commence toujours avec les soins préparatoires de base. Donc, on va amener la personne, en fait, sur notre espace de travail, la table de travail. On va déshabiller la personne si elle est habillée, bien entendu. Souvent, on va recevoir, par exemple, les gens de l'hôpital avec une jaquette d'hôpital ou quelque chose comme ça.
Et on commence toujours par un premier soin de désinfection. Donc, on lave la personne par respect pour la personne décédée, bien entendu. Puis aussi, veut pas pour nous faciliter le travail. De notre côté aussi, je prends comme exemple, ne serait-ce qu'une toute petite blessure ou un petit point d'entrée, par exemple, d'une aiguille pour un soin de santé. Même si c'est un tout petit trou, ben, si ça a continué à saigner, lorsque l'aiguille a été enlevée, par exemple, ben, ça va donner l'impression que c'est une grosse blessure s'il y a du sang sur la personne. Fait que nous, on va nettoyer pour venir vraiment s'assurer là, de l'état de la personne sans les saletés. Donc, ça peut être ce genre de soins-là pour commencer. Et par la suite, on va en fait, nettoyer la personne, là, la désinfecter, c'est vraiment comme quand nous, on prend notre douche. Donc, comme quand on offre en fait un soin de nettoyer quelqu'un là, qui n'est pas en mesure de le faire. Donc, des barbouillettes. Puis, on va savonner la personne. On va y faire un shampoing. On va vraiment prendre soin de la personne. Décédée ou vivante, ce concept-là reste le même. Là, on s'entend là-dessus. Par la suite, on va venir placer son visage pour que la personne soit la plus sereine possible. Donc, on s'entend qu'on est décédé, en fait, nos muscles n'ont plus de tonus, en fait. Donc, la personne ne va pas sourire naturellement. Il faut lui placer le sourire, si je peux dire. Donc, on va venir positionner, on va venir fermer les yeux aussi. Ça a l'air simple, dit comme ça. Mais quand on est à l'école puis qu'on apprend ça, on réalise à quel point c'est plus complexe que ça en a l'air pour avoir l'air apaisé. Parce que c'est là qu'on vient donner qu'on vient en fait retravailler les traits familiaux de la personne décédée, s'assurer qu'elle se ressemble et s'assurer qu'elle semble en paix aussi. Et par la suite, ben là, l'embaumement en tant que tel, les soins de préservation commencent. Donc, on va venir procéder à une petite incision, en fait, proche de la clavicule, là, pour venir chercher, en fait, les vaisseaux sanguins. Et on va, avec une machine qui est faite pour ça, on va pomper à l'intérieur du corps, donc un fluide de préservation. À base de formaldéhyde. Là. Je sais que les gens pensent souvent au formol quand ils pensent à l'embaumement, donc c'est un dérivé, un produit dérivé. Et ce procédé-là mécanique de pousser, de pomper, donc le fluide d'embaumement, va venir faire ressortir en fait le sang. Donc on parlait qu'on enlève les liquides, là, c'est principalement le sang qu'on veut enlever du corps parce que le sang va être le premier tissu humain à se décomposer. Puis là, il faut penser un petit peu... je vais faire une analogie de cuisine, je suis désolée, mais un peu comme quand on a une pomme qui commence à être moins bonne dans un panier de pommes, il faut l'enlever pour essayer de préserver le reste de notre panier. C'est un peu le même concept. En enlevant le sang du corps humain, le sang qui serait la première chose à se dégrader dans le corps, ça va permettre de préserver donc le reste du corps. Faut toujours garder en tête aussi, ça c'est un petit côté qui fait en sorte que les thanatologues restent humbles, c'est qu'on se rappelle qu'on ne peut pas arrêter Dame Nature, on peut seulement la ralentir. Donc, notre travail de thanatologue va servir à venir ralentir le processus de dégradation du corps, de décomposition du corps, mais on ne peut jamais l'arrêter complètement. Donc voilà, et une fois qu'on a fait ça, pendant qu'on injecte nos produits de préservation, on va venir faire un massage à la personne décédée. Je vais te faire une parenthèse dans un instant sur le sujet, mais en fait, le massage va servir, entre autres, à aider la diffusion, la distribution du fluide, s'assurer que le fluide de préservation s'en va partout. Ça va venir aussi aider à avoir une belle flexibilité là, dans les tissus aussi. Donc, voilà. Et j'ai eu la chance, en fait, la parenthèse que je voulais te faire, j'ai eu la chance immense d'embaumer une de mes grands-mamans. Donc, je te parlais un peu plus tôt de mon grand-père, de son décès qui avait fait en sorte que j'étais dans le milieu funéraire. Sa conjointe, ma grand-maman, quand elle est décédée plusieurs années plus tard, j'ai été très honorée, en fait, de pouvoir en prendre soin. Et pour moi, cette section-là, l'embaumement où je faisais comme un massage, pour moi, c'était comme de passer une journée au spa avec ma grand-maman. C'était vraiment ça. Je prenais soin d'elle. Comme elle avait pris soin de moi au courant de ma vie, de ma jeunesse. Puis c'était vraiment notre petit moment. Fait que pour moi, ce massage-là, c'est un peu comme un spa. C'est sûr que c'est des soins
c'est des soins qui sont donnés de la même façon à tout le monde. C'est sûr que quand c'est quelqu'un qu'on aime, qu'on connaît, ça prend une tournure un peu différente, ou ça nous donne une perception différente du soin. Mais je veux dire, le mouvement puis l'attention donnée est la même pour tout le monde. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà discuté les deux ensemble, ou que c'est toi, mettons, qui allais faire ça si elle décédait? Oh mon Dieu, c'est une toute autre histoire, ça. OK. Ma grand-maman, quand elle a su que En fait, quand j'étais au secondaire, puis je t'avais conté là, que j'avais fait ma recherche, ma présentation orale devant la classe sur le sujet, je lui en avais parlé, que c'est vers ça que je voulais m'en aller, en fait, dans mes études, et elle n'avait pas du tout accepté. Oh! Oh non, non. Oh non, non, j'ai eu le droit au téléphone à des commentaires du genre je déshonore la famille, je vais me faire enlever du testament, blablabla. Ah ouais, non, non. Elle l'avait pas du tout pris. Pour elle, c'est un métier d'homme. OK. Puis c'est un métier qui était, tu sais, dans une ancienne vision, c'était quelque chose qui était un peu honorable de prendre soin des personnes décédées, mais qui était aussi tabou. Peut-être sale, ou je sais pas apprécié nécessairement par la communauté. Puis ma grand-mère, je dirais, elle n'était pas toute jeune. On était de deux époques très différentes, il faut se le dire. Donc non, elle l'avait pas du tout accepté. Puis j'avais quand même. J'étais pas inquiète de ça, puis moi, ça changeait rien à l'amour que je lui portais. Mais ça a été un petit moment un petit peu... mais ça lui crée une petite distance, un petit froid, c'est ça. Puis, dans les années qui ont suivi, en fait, j'ai pris l'opportunité de faire un de mes stages, pas loin de où elle habitait. OK. Et j'allais dîner avec elle presque à tous les midis. J'allais passer des soirées avec elle. J'ai vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps avec elle pendant mes stages. Et naturellement, par elle-même, la curiosité a pris le dessus et elle s'est mise à me poser des questions. OK. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Comment tu fais ça? Blablabla. Et le jour où elle a réalisé que j'allais plus souvent à l'église qu'elle, là, je pense que ça allait été le tournant. Là, ça allait été le tournant de dire « Ah, OK, on peut commencer à accepter ça. » Puis elle a fini par me poser des questions beaucoup plus directes, de me dire « Qu'est-ce que tu vas faire de moi quand je vais décéder? » OK. J'ai un petit bouton sur le bord de l'œil, là. Je veux que tu m'enlèves ça quand je vais décéder. Je veux pas être exposée comme ça, là. Puis, elle a commencé à m'en parler de cette façon-là elle-même. Puis c'est là que j'avais compris que l'acceptation avait fait son chemin, puis que finalement, elle approuvait qu'est-ce que je faisais, en fait, à force de comprendre c'était quoi mon travail, puis de comprendre aussi avec quelle douceur je l'amenais. Elle a compris que c'était pas aussi épeurant que ce qu'elle avait en tête la première fois qu'on en avait parlé. Donc, OK. ouais. Tu parlais, elle a amené le sujet que c'est un métier d'homme. Dans ton cours à toi, c'était quoi le ratio? Oh mon Dieu, dans mon cours à moi, il y a toujours eu des hommes dans ma classe. OK. Écoute, à l'époque où j'ai fait mes études, il y avait à peu près 150 demandes par année pour entrer dans le programme. Il y avait à peu près une quarantaine de personnes qui étaient prises, qui étaient sélectionnées. On a fini, j'essaie de me souvenir, on est combien sur ma mosaïque? Je pense qu'on a fini, on était peut-être 12, 15. Oh là là, OK. Puis, dans mes derniers cours, ça c'était après les stages, mais dans mes derniers cours à l'école, là, on était 29 en tout dans la classe, je me souviens, et il y avait un homme. T'es sérieux? Et 28 femmes. 28 jeunes femmes qui étaient prêtes à venir faire évoluer le milieu funéraire. OK, ça c'est hot. Fait que oui, c'est un métier qui a été très, très longtemps traditionnellement masculin, souvent de père en fils. Souvent. Et vraiment, ça fait quand même plusieurs années que les femmes ont pris leur place dans le milieu funéraire. J'aurais tendance à dire que c'est pas loin d'être un équilibre. Mais malgré tout, même moi, quand j'ai commencé, mon Dieu, j'essaie de me souvenir de l'année 2000, supposons qu'on me dit autour de 2010, quand j'ai commencé dans un de mes emplois, je me le suis fait dire là, par des porteurs, une équipe de porteurs. On s'en allait sur un service. Je me suis fait présenter comme étant la nouvelle directrice dans l'équipe et comme étant leur collègue de travail qui allait aller sur ces funérailles-là avec eux ce jour-là. Et il y a des porteurs, il y en a 2, 3 dans l'équipe de 6 qui avaient dit « C'est pas toi la petite qui va venir nous montrer comment faire notre job. » C'était... Ah oui. C'était... c'était un moment un petit peu de confrontation, si je peux dire, là.
d'une certaine façon. Mais ça a viré en quelque chose de beau. Parce que ces porteurs-là, je veux dire, j'ai travaillé avec eux avec le même respect que j'aurais donné à n'importe qui. Puis avec le temps, ben, ils ont vu mon éthique de travail. Ils ont vu comment je traitais les gens et la clientèle, mais et mon équipe et les porteurs aussi. Ils ont vu que j'avais pas peur de me casser un ongle en soulevant un cercueil ou rien de ça. Ils comprenaient que j'étais capable de faire la même job qu'eux en portant des talons hauts. Fait que j'ai fini par gagner leur respect. Okay. Puis c'est devenu, j'aurais tendance à dire que c'est devenu des amis d'une certaine façon avec le temps. Fait que là, ça a été quoi ton premier step dans le milieu du travail? Tu t'es ramassé où en premier? Oui, à peu près dans les mêmes temps que j'ai commencé l'école en thanatologie, j'ai été acceptée aussi, donc j'ai eu un emploi dans le milieu funéraire, donc un salon funéraire et cimetière, pas trop loin de chez moi à l'époque. Okay. Puis, oh mon Dieu, la petite Marie à l'époque, j'étais tellement gênée, j'étais tellement timide. Les gens y arrivaient au salon funéraire, puis j'avais peur de les accueillir, pourtant c'était mon travail, mais j'avais peur de dire une niaiserie. Fait que... Là, je sais pas si un jour mon employeur va écouter ce podcast-là, mais ils vont trouver ça drôle de savoir que fut une époque où je me sauvais pour pas accueillir la clientèle parce que je me disais, mon Dieu, ces gens-là sont en deuil. Ils ont perdu quelqu'un qu'ils aimaient infiniment. Comment je peux faire pour les accueillir de manière appropriée? Puis même si j'étais à l'école à l'époque, c'était quelque chose que j'arrivais pas à figurer. Okay. Fait que je me sauvais un petit peu de l'accueil quand je pouvais. Puis, un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai décidé d'accueillir pour de vrai quelqu'un. Puis je l'ai fait sans trop réfléchir. Je suis allée avec les automatismes. « Bonjour, comment ça va? » Oh! Là, je m'en suis voulu d'avoir posé la question. La personne, l'homme qui était là, il m'a dit « Bonjour. » Il dit « Je vais bien, merci. » Il dit « Je suis ici pour un rendez-vous, je viens de perdre mon fils. » Oh mon Dieu Seigneur! Écoute, je voulais fendre. Je voulais fendre. Parce que, ben, premièrement, j'avais un peu honte. Je me suis dit, je viens de lui sourire, de lui dire bonjour, comment ça va, comme si de rien n'était. Puis finalement, à force de parler avec des gens, puis à force d'en accueillir, puis à force de pousser des fois la conversation plus loin, les gens en deuil, ils ont besoin de cet accueil-là. Ils ont besoin d'un accueil chaleureux, pas nécessairement d'un accueil parfait. On peut tous se mettre le pied dans la bouche une fois de temps en temps. Mais ils ont besoin d'une forme de sourire. La plupart des salons funéraires, on va rentrer là, puis on va avoir un accueil chaleureux avec quelqu'un qui va pouvoir nous sourire, puis une chance sur deux que ce soit une jeune femme, comme on en parlait tantôt. Ouais, donc, ça vient défaire un petit peu les stéréotypes, puis adoucir un petit peu la situation. OK. Mais ça a pris combien de temps avant que ton baume, avec ton travail, ça soit ça? J'ai eu la chance, à l'époque où j'ai gradué, d'avoir un poste qui me permettait de faire et du laboratoire et du service client. Okay. Donc, les deux. Donc, à partir de 2009, en fait, été 2009, quand j'ai gradué puis que j'ai finalement eu mon permis, j'ai été capable de travailler plus en laboratoire. OK. Fait que ça n'a pas été long, là. T'as pas... Non. Il y a... En fait, je pense que le milieu funéraire fait en sorte que j'ai généralement de la place pour travailler en laboratoire. Si on est prêt à peut-être sortir de la région où on est originalement ou quoi que ce soit, il y a des postes qui sont disponibles, absolument. Fait que là, t'appelles ça laboratoire, la place où est-ce qu'on embaume, c'est ça? OK. Oui. Fait que là, c'est pas comme dans les films, là, tu sais, un sous-sol creepy que t'embaumes ton... Je dirais pas qu'il y a des vieilles bâtisses qui sont pas un peu comme ça, okay. mais non. Généralement, il existe des très beaux laboratoires d'embaumement. Il existe... les salons funéraires se modernisent absolument. C'est sûr que la priorité est souvent mise vers ce que le client va vivre comme expérience. Donc, souvent, ça va être les salles de visite ou les salles là où a accès le client qui vont avoir priorité. Mais c'est important d'avoir un laboratoire qui est fonctionnel puis qui est pratique. Donc, effectivement, les salons funéraires s'assurent que ce soit pas froid, creepy, puis tout croche dans un coin de sous-sol. Normalement, est-ce que vous êtes un embaumeur pour un salon funéraire? Comment ça marche?
Ça dépend beaucoup du salon funéraire, en fait. OK. Donc, une petite entreprise qui a une succursale qui dessert un, un village, par exemple, ou quelques villages. Souvent, on va parler d'une entreprise familiale. À ce moment-là, peut-être qu'un thanatologue, un embaumeur peut être suffisant. Mais si on parle des entreprises qui ont plusieurs succursales, qui desservent parfois plusieurs milliers de familles par année, si on parle, je viens de la région de Montréal, entre autres, donc c'est sûr qu'on en a plusieurs des grosses entreprises par là, ou enfin, il y en a un peu partout là, dans la province, des plus grosses entreprises. Des fois, c'est des équipes complètes d'embaumeurs. Il peut y avoir, je sais pas, 5, 6, 8, 10 embaumeurs, dépendamment là, de la situation, puis dépendamment du salon funéraire, en fait. OK. Toi, tu travaillais dans quel genre de milieu? C'était-tu plus familial? J'ai eu la chance de travailler à différentes places. Donc, le salon, j'avais commencé à travailler en finissant l'école. Nous étions 3, à un certain point 4 thanatologues, mais on ne faisait pas ça à temps plein. OK. À savoir qu'on n'était pas dans le laboratoire à temps plein, donc il y avait une répartition, en fait, des tâches. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui fais le laboratoire. Demain, je vais diriger un service funéraire pendant que quelqu'un d'autre fait du laboratoire. Donc, c'était partagé. Okay. Donc, des fois, on est plus qu'une personne à travailler dans le laboratoire en même temps, dépendamment de l'espace qu'on a. Puis, des fois, on est seul. Okay. Donc, c'est très, très variable. Puis, c'est ça. Des fois, c'est du temps plein. Des fois, c'est mélangé avec d'autres tâches. Y en a-tu un que tu préfères plus que d'autres? T'aimes-tu mieux travailler seul ou avec quelqu'un avec toi? Hey! Je pense que j'aime le mélange des deux. OK. J'aime le mélange des deux. Puis ça, c'est fabuleux dans le milieu funéraire parce qu'il y a de la place pour tout ça. Donc, oui, les entreprises où j'ai travaillé jusqu'à date, il y avait possibilité soit d'être seul au laboratoire, si c'était tranquille. Okay. Puis les fois où c'était plus occupé, on était 2 à travailler côte à côte. Puis c'est correct aussi. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est la possibilité de faire et du laboratoire et du service client, ce qui permet souvent de ce qu'on appelle suivre une famille cliente là, de A à Z. Donc, de rencontrer les gens qui sont endeuillés pour planifier les funérailles, donner les soins à la personne décédée et par la suite faire les rituels avec la famille et la personne décédée. Fait que ça vient vraiment boucler une boucle, puis toucher en fait tous les aspects du service, donc à la clientèle vivante, mais aussi aux défunts. Puis de faire le tour, en fait, ça vient créer des liens très intéressants là, avec les familles clientes. Absolument. Parce que j'imagine qu'eux, ils te donnent une photo, mettons, de « j'aimerais qu'il ressemble à ça ». Absolument. Quand il va se faire exposer, c'est ça? Absolument. Okay. On demande généralement une photo, effectivement. Des fois, on aime ça en avoir plus qu'une, ça va dépendre. On veut une photo qui est pas trop vieille. Ben oui. On s'entend. Je pense à ma grand-maman qui est décédée à 95 ans. On n'aurait pas voulu apporter une photo de quand elle avait 20 ans puis dire on veut qu'elle ressemble à ça. Là. Donc, il faut rester réaliste. Mais oui, effectivement. Donc, la famille va nous donner une photo, ils vont nous apporter des vêtements, des items personnels aussi, parfois à mettre avec la personne décédée. Les gens vont nous raconter aussi des fois comment est-ce qu'ils veulent qu'on peigne la personne décédée. Est-ce qu'il y a du maquillage particulier? Souvent, les gens qui se maquillaient beaucoup de leur vivant, leur famille va nous apporter un peu de leur cosmétique aussi. Donc oui, il y a cette espèce de côté-là aussi où on découvre un peu le vivant de la personne suite à son décès. OK. Mais il me semble qu'il y avait des années, là, que les cadavres étaient tellement maquillés. Oui. Tu sais que ça leur semblait même plus. C'était quasiment comme du glaçage à gâteau. Ouais! Mais ça, j'imagine que ça a changé. Tu sais, comme on va plus vers du naturel, là, aujourd'hui. Tu sais, ce temps-là, c'est fini, là. Tu sais, du gros make-up. Mais y avait-tu une raison pourquoi il était over make-upé avant? C'est différentes choses. Il y a le côté... il y a le côté technologie. Hein, on s'entend. Donc, la technologie fait évoluer différentes choses partout. Donc, l'embaumement a évolué avec le temps. Les soins cosmétiques ont évolué avec le temps aussi. Puis, il y a aussi notre rapport avec la mort. Fut une époque, quand on dit que les défunts étaient vraiment
maquillée, là, avec très épais de maquillage, fut une certaine époque, l'embaumement n'était pas aussi efficace, peut-être, premièrement, à l'époque, mais le rapport à la mort était aussi différent. Les gens acceptaient peut-être plus que la personne dans son cercueil pouvait avoir de l'air morte parce qu'elle était décédée. Aujourd'hui, on est dans une époque où, je veux dire, de notre vivant, on refuse de vieillir. Ne serait-ce que par les soins cosmétiques qu'on a de notre vivant, ou même par les... De ce temps-ci, là, ça fait partie de ce qui est beaucoup discuté dans les médias, tous les filtres sur Instagram, puis des choses comme ça. Donc, on refuse de vieillir. Et d'un point de vue de société, mais en fait, ça vient nous amener à refuser de mourir et d'avoir l'air mort suite à notre décès. Donc, les soins cosmétiques ont dû suivre et s'assurer que, en fait, on ait de l'air, comme je le disais un peu pour mon grand-père, plutôt le plus paisible, le plus en paix, le plus vivant possible. Dans notre cercueil, il faut qu'on ait de l'air vivant. Il faut qu'on ait de l'air à dormir tranquillement, tout simplement. Et c'est correct, en fait. C'est là où on en est dans notre vision globale. Donc, c'est ce qu'on offre. On voudrait pas que quelqu'un... ait de l'air de souffrir, par exemple, dans son cercueil. C'est définitivement pas ce que personne veut. Mais je pense qu'il y a une époque où le maquillage ou les soins cosmétiques étaient peut-être moins importants parce que les gens étaient peut-être plus confortables avec la réalité crue du fait que quelqu'un est décédé. Puis c'est normal qu'il n'y ait pas de l'air vivant. OK. T'as-tu... c'est quoi, mettons, le range de personne la plus jeune versus la personne la plus vieille que tu as eu à faire ça? La plus jeune, un bébé mort-né. Cette expérience-là, je l'ai vécue à quelques reprises. Celle qui m'avait le plus marquée, c'était un cas particulier que j'avais eu pendant mes études. Puis on avait travaillé ensemble, plusieurs étudiants, là, pour prendre soin de ce bébé-là. On s'était assuré, on était allé lui chercher des vêtements. On en avait pris soin vraiment d'un point de vue peut-être plus personnel aussi que ce qui était attendu de nous à ce moment-là. Mais pour nous, c'était la moindre des choses. C'était même pas... Ça n'avait pas besoin d'être réfléchi davantage. La personne la plus âgée, 103 ans. OK. 103 ans. Un monsieur que j'oublierai pas. C'était quelque chose de particulier. À peu près dans les mêmes temps, j'avais aussi pris soin d'une jeune fille de 3 ans, en fait. Donc, la même semaine. C'était pas nécessairement les plus jeunes, plus vieux en même temps, mais c'était un range ou une fourchette d'âge. Un gros contraste à l'intérieur de la même semaine. Okay. Puis je me souviens avoir pensé à m'amener... j'avais déposé les deux personnes côte à côte dans la salle de garde, dans la salle réfrigérée. Puis ma réflexion avait été que le monsieur de 103 ans était définitivement là pour prendre soin de la petite cocotte de 3 ans, puis de la guider dans ce qu'elle allait s'en venir. Donc, c'était ma façon de voir les choses à l'époque. Oui. Effectivement. Tu t'as dit que le monsieur, il était particulier? Y avait-tu quelque chose? Pas nécessairement qu'il était particulier. C'est un homme connu dans la région. C'était un homme qui avait laissé sa marque dans la communauté. OK. Puis que d'une certaine façon, suite à son décès, il a laissé sa marque dans mon cœur. Premièrement parce que c'est la personne la plus âgée que j'ai eu la chance d'embaumer. Mais il y a des cas comme ça. Hein. J'aurais aimé me souvenir de tout le monde. Malheureusement, c'est impossible. Mais il y a des cas qui viennent nous marquer pour des raisons particulières, plus jeunes, plus vieux. Okay. Des expériences de vie qu'ils ont vécues, qui les ont marqués, qui font en sorte qu'on les oublie pas. Des fois, c'est leur l'expérience avec la famille cliente. Différentes choses. Fait que c'est ça. Il y a certains défunts qui nous marquent plus puis qu'on n'oublie jamais. J'imagine que la charge de travail pour toi est plus demandante plus la personne est vieille?
Ça se peut-tu? Au point de vue de l'embaumement? Ouais, du corps? Pas non? nécessairement. OK. Non. Souvent, plus que l'âge, on va parler les facteurs là, qui peuvent modifier la charge de travail d'un embaumement. Ça va être surtout la cause de décès. L'état de santé de la personne avant son décès aussi peut avoir un impact sur les soins qu'on va devoir porter. La médication, on n'y pense pas. On prend nos petits médicaments tous les jours, puis on fait notre vie. Mais ça a un impact suite au décès aussi sur la façon qu'on va embaumer quelqu'un. Donc, oui, j'aurais plus tendance à dire que c'est l'état de la personne au moment de son décès. Une personne âgée qui décède, somme toute, paisiblement dans son lit, ne sera pas nécessairement plus compliqué à embaumer que quelqu'un de plus jeune. Pardon. Mais justement, quelqu'un de plus jeune a peut-être plus de chances d'avoir une fin de vie qui va marquer plus le corps. Ça peut être un accident, ça peut être... peu importe les raisons. À ce moment-là, c'est là où notre charge de travail va être un petit peu plus grande là, pour venir corriger tout ça. OK. Est-ce que ça a été long quand tu as commencé à, mettons, t'habituer, entre guillemets, à faire ce travail-là? Parce que je m'imagine, mettons, moi, être à ta place, la charge mentale, tu sais, de tout ce qui se passe d'une famille qui vient te rencontrer, de, justement, tu sais, de faire l'embaumement sur un petit être. Tu sais, ça doit être vraiment quelque chose mentalement. Fait que c'est-tu un processus qui a été difficile pour toi, de l'adaptation, je sais pas? Non. Non? Non, dans le sens où, tu sais, tantôt on parlait un petit peu de ce qui pouvait nous amener à devenir thanatologue. Puis je te disais que ça va chercher plusieurs personnes avec différentes expériences de vie, soit dans notre jeunesse ou plus tard. Je pense que c'est normal d'avoir besoin d'un moment d'adaptation parce que dans la vie de tous les jours, on n'est pas exposé à ce qui se passe dans un salon funéraire. Ne serait-ce que les gens souvent qui disent « Ah, moi, je ne vais pas amener mes enfants au salon funéraire parce que je ne veux pas qu'ils voient ça. » Ben, le fait d'exclure, par exemple, les jeunes des rituels funéraires lorsqu'on perd quelqu'un dans notre communauté, ben, ça vient laisser place justement à une forme de peur ou à une forme de méconnaissance ou un tabou, quelque chose comme ça. Donc, en fait, moi, j'ai eu la chance, au contraire, justement, d'avoir une famille qui m'a toujours inclus là-dedans. J'ai un de mes oncles qui est décédé quand j'avais 7 ans. Puis la famille avait pris soin d'amener chacun des petits-enfants de la famille pour qu'on soit là, puis on puisse toucher, qu'on puisse poser nos questions. Puis, premièrement, ça m'a permis de ne pas avoir peur des morts, à la base. Par la suite, je pense qu'à l'école, le processus, ben, tu sais, la technique, oui, on apprend à faire le métier, mais il y a beaucoup d'espace aussi à la discussion, à l'introspection, au développement de notre point de vue sur la question. Il y a des cours de psychologie, certains qui sont orientés vers le service à la clientèle, mais certains cours de psychologie qui sont orientés aussi vers notre façon de faire notre travail. Puis je pense que tout ça m'a permis, en fait, de pas nécessairement avoir un trop gros ajustement. Bon, dernièrement, dans les dernières années, en fait, j'ai perdu ma deuxième grand-mère qui est décédée. Ma carrière a fait en sorte que j'ai été un petit peu moins inclus dans l'embaumement puis dans le milieu funéraire directement. Mais après ça, une fois qu'on a nous-mêmes vécu un décès, comme moi, le décès de ma grand-mère, ben c'est sûr que j'ai une sensibilité supplémentaire aux grand-mères qui décèdent par la suite. Donc, c'est la moindre des choses. Donc, des fois, on va se servir une famille cliente, puis ça fait des années qu'on fait ça, on se sent à l'aise dans notre travail. Puis, un petit détail qui va venir nous frapper, puis qui va venir toucher des émotions, ça peut être le nom de la personne qui nous rappelle quelqu'un que nous, on aime, puis qu'on ne veut pas perdre ou qu'on a perdu. Ça peut être les circonstances du décès, de dire « Oh, cette personne-là est décédée de
cancer spécifique, par exemple. Puis moi, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais dernièrement qui est décédé de ce même cancer-là. Donc, ça va être un cas qui va venir nous chercher plus. L'âge des défunts vient nous toucher aussi. Quelqu'un qui décède après avoir eu une longue vie, c'est triste parce qu'on perd une grande richesse de connaissances et d'expériences de vie. Mais quelqu'un qui est plus jeune, puis pendant longtemps, j'ai réalisé que c'était la marque qui était plus jeune que moi. Quelqu'un qui décède puis qui est plus jeune que moi, ça vient me toucher différemment que quelqu'un qui décède qui est plus vieux que moi. Okay. Parce que dans ma perspective de vie, c'est comme, oh mon Dieu, c'est une petite jeunesse, il avait toute sa vie devant lui, ou peu importe. Donc des fois, c'est ça. C'est plus les circonstances qui vont faire en sorte qu'on va être touché ou non. En fait, on est toujours touché, mais la profondeur avec laquelle on va être touché. Puis justement, que ça va venir travailler notre charge mentale, là, de réfléchir à tout ça, puis de devoir travailler et nos émotions en faisant notre travail et en étant le pilier qui est là pour supporter la famille décédée aussi, parce qu'on peut pas, même si on le fait à l'extérieur du travail, des fois notre deuil au travers le deuil des autres, lorsqu'on travaille, on n'est pas là pour pleurer nos propres pertes au détriment des familles clientes qu'on sert, absolument. Tu parlais du petit bébé. Oui. J'imagine que tu n'es pas prête à ça, dans le sens que, tu sais, à l'école, ils vous amenaient des personnes non réclamées. Mm-hmm. J'imagine que vous n'avez pas vraiment de bébés qui sont apportés. Fait que tu n'étais pas prête, entre guillemets. Tu t'étais jamais là, pratiqué. Non, effectivement. Le concept de soin, d'un point de vue très, très technique, là, le concept de soin est à peu près le même en format miniature. Fait qu'on a des instruments qui sont plus petits, on a vraiment tout est fait plus petit. C'est sûr que ça peut venir jouer sur les émotions d'une manière différente. Moi, personnellement, je ne tiens pas à avoir d'enfant, je n'ai pas d'enfant. Je pense que je suis la tati funky, celle qui va prendre soin des enfants des autres avec grand plaisir puis qui va faire plein de folies. Mais moi, je ne ressens pas le besoin ou la volonté d'avoir un enfant. Je pense que ça m'a peut-être aussi permis d'être dans une position, j'aurais tendance à dire peut-être favorable à pouvoir travailler avec des enfants décédés. C'est toujours un drame. Il faut s'entendre là-dessus. Ça m'attriste infiniment. Mais je pense que ma perception de la famille que je veux me permet peut-être d'avoir une forme de détachement. J'ai travaillé avec certains collègues qui, des fois, m'ont dit... ce cas-là, je veux pas en prendre soin parce que j'ai un enfant de la même âge ou j'ai des petits-enfants de la même âge. Donc, ça m'est arrivé un peu d'être par défaut celle qui s'occupait des enfants parce que dans ma vie, j'avais pas d'enfants à qui, justement, un peu comme je disais tantôt, penser pendant que je faisais mon travail. Donc, voilà. Puis, je le vois un peu... C'est sûr que c'est difficile comme perception, puis en fait, c'est difficile à expliquer. Cette perception-là. Mais quand j'étais adolescente, j'ai fait mon cours de gardienne avertie, puis j'ai été une gardienne pour les enfants de mon quartier. Quand je prends soin d'un enfant décédé, pour moi, c'est une espèce de continuité de ça. À savoir que parce que moi, j'ai pas d'enfant, ça me permet l'espèce de détachement de pas être prise avec le poids de cette peine-là, parce que je ne l'attribue pas à quelqu'un de mon entourage que je pourrais perdre. Mais je prends soin de ces enfants-là de la même façon que si je les gardais. Je suis consciente que je suis la dernière qui vont changer leur couche. Je suis consciente que je suis la dernière qui vont les habiller, puis les peigner. J'essaye, dans le meilleur des mondes, de ne pas être la dernière à les bercer. Il y a des façons d'embaumer des fois des corps qui sont plus petits qui peuvent permettre dans certaines circonstances aux parents de prendre leur enfant dans leurs bras une dernière fois. Puis ça, c'est définitivement quelque chose que je m'efforce de pouvoir offrir lorsque possible. OK. Oui. Absolument. Oh mon Dieu. Mais sinon, je sais que pour le reste, je vais être la dernière à en prendre soin de cette façon-là. Puis je le fais avec... j'aurais tendance à dire avec un grand sens du devoir, à défaut d'avoir cette espèce d'amour maternel-là que je n'ai pas.
Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des cercueils de faits à cette mesure-là ou sont faits sur mesure? Non, il existe. C'est triste. C'est triste, mais c'est une réalité. Il existe une gamme de cercueils pour enfants. Effectivement. OK. Sont-tu directement quand tu vas, mettons, chercher un cercueil ou sont plus... Non, généralement, ce ne sont pas des cercueils qu'on va retrouver dans une salle de sélection de marchandises, dans un salon funéraire. Donc, c'est vraiment à ce moment-là au besoin. Heureusement, c'est quelque chose qui est quand même de plus en plus rare qu'on va avoir à commander. La médecine fait en sorte qu'il y a de moins en moins de décès d'enfants. Tu remarques la baisse de... Ben moi, au courant de ma carrière, c'est sûr que je ne l'ai pas nécessairement vu une différence à ce moment-là, parce que, bon, je veux dire, quand j'ai commencé il y a à peu près 18 ans, c'était déjà quand même... la médecine était déjà quand même bonne. Mais je veux dire, si je regarde l'époque de mes grands-parents ou même de mes parents, lorsqu'ils étaient enfants, ben le taux de mortalité infantile était beaucoup plus élevé. Donc, on a la chance en Amérique du Nord ou en Occident globalement, et à notre époque, d'abord et avant tout, d'avoir moins en moins de décès de bébés. Ça arrive pareil, ça arrivera toujours. On peut pas... Malheureusement. On peut pas, c'est ça, éviter complètement. Mais il y en a moins. Donc, c'est pas nécessaire, effectivement, à ce moment-là, d'avoir des cercueils dans la salle de sélection pour les enfants. C'est commandé au besoin, tout simplement. OK. Le corps, je sais qu'il peut réagir encore après, tu sais, même mort, tu sais, dans le sens que je pense qu'on peut péter, on peut roter, je pense, on peut, tu sais, il y a comme... J'aurais tendance à dire non, à quelques petites exceptions près. OK, ça se peut. Ben, en fait, puis il faut s'entendre, là, il y a beaucoup de choses qu'on voit qui est mis de l'avant, soit par la télé ou par certaines émissions, tout ça, qui est souvent un petit peu poussé, là. Un défunt ne peut pas s'asseoir carré sur une table, là, parce qu'il se passe de quoi. On s'entend là-dessus, OK? Ça, c'est bon. Par la suite, bon, je veux dire, l'expulsion de gaz, pour revenir aux exemples que tu as donnés, ben... Oui, d'une certaine façon, c'est possible. On s'entend, il ne faut pas s'imaginer que tous nos défunts dans le laboratoire d'embaumement vont se mettre à avoir des flatulences. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu sais, si je reprends le concept, on va en parler, des flatulences. Oui. Je pensais pas être venue pour ça aujourd'hui. Let's go. Mais parlons-en. Donc, on s'entend, des flatulences, en fait, c'est qu'on a un sphincter avec nos muscles. En fait, on va venir essayer de retenir ce qui est dans notre corps, à l'intérieur de notre corps. Et une flatulence, en fait, c'est qu'au travers de notre muscle qui essaye de se forcer pour tout garder en dedans, ben, il y a de l'air qui va réussir à passer pareil à cause de la pression, entre autres. Et c'est ça qui va émettre, entre autres, le bruit d'un bon vieux pet. Là. Voilà. Voilà, un défunt, en fait, n'a plus de contraction musculaire. Donc, en fait, si gaz il y avait à sortir, ben, il sortirait par lui-même sans faire de bruit ou sans... je veux dire, il pourrait y avoir une odeur, là, mais il n'y aurait pas de conséquences autres. Pour ce qui est du fait, par exemple, d'expulsion d'air par les voies respiratoires, là, la différence, c'est qu'on a donc nos cordes vocales qui viennent créer, en fait, ben, pas dans les voies respiratoires, mais en fait, on s'entend, là, tout l'appareil, l'œsophage. Donc, et larynx, donc, nos cordes vocales, en fait, vont venir créer cette espèce de petite barrière-là. Et lorsqu'il y a une pression qui est mise sur le thorax, à ce moment-là, il peut avoir une forme d'expulsion d'air. Okay. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une dame sur ma table de travail et j'ai voulu changer sa position parce qu'elle n'était pas positionnée de manière ergonomique pour que je puisse travailler avec elle. Un peu comme quand on est chez le dentiste, là, puis qu'ils nous disent de tasser la tête d'un bord puis de l'autre. Là. Un peu le même concept. Et donc, j'ai voulu en fait déplacer la dame pour pouvoir mieux travailler avec elle.
Et en ce faisant, en fait, j'ai soulevé un de ses bras. Puis on le sait, quand on soulève les bras, ça fait une pression sur la cage thoracique. Et ça l'a créé une pression. Et elle avait encore... la dame avait été intubée avant son décès. Et suite à son décès, lorsqu'il avait enlevé le tube, il y a une espèce de petit ballon, système médical là, qui existe quand on se fait intuber, qui était resté coincé. Et c'est ce petit ballon-là qui, avec la pression, quand j'ai soulevé la dame pour pouvoir la bouger, ça a créé de la pression dessus, puis ça l'a fait comme si la dame, elle s'exprimait en faisant une espèce de petit « Oh là là! » Donc, oui, ça a été un petit moment. J'ai fait le saut. Je lui ai cordialement demandé de ne pas répéter ça. Parce que j'avais fait le saut. On s'attend pas à ce qu'il y ait de bruit, en fait. Mais non. On s'entend jamais à ça. Donc oui, ça a été un petit moment... ça nous remet l'humilité en place et ça nous ramène... ça nous ramène à la réalité si on était pris dans nos pensées, absolument. T'étais-tu seule quand ça arrivait? Oui, à ce moment-là, En j'étais plus. seule avec elle dans le laboratoire, oui. Fait que, je veux dire, en même temps, comme je disais tantôt, les Hollywood, les films d'horreur, tout ça nous apporte une vision un peu intense, là. C'est pas comme ça que ça se passe. Et je veux dire, une fois qu'on le sait, je veux dire, j'ai fait le saut sur le coup parce que je m'y attendais pas, mais je suis capable de faire 1+1 puis de comprendre c'était quoi le mécanisme qu'il y avait derrière, donc c'est pas... ça crée pas plus de peur que ça ou d'inconfort. Une fois qu'on a compris, OK, on passe à autre chose. Puis, c'est rare que ça arrive, de ce que je comprends. C'est très rare, très rare que ça arrive, on s'entend là-dessus, absolument. OK, parfait. Y avait-tu quelque chose que j'ai pas parlé, mettons, que t'aurais aimé mentionner? Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je t'ai expliqué grosso modo comment ça fonctionnait. C'est sûr qu'il y avait peut-être d'autres... tu sais, je t'ai parlé de l'injection artérielle, donc l'injection du produit de préservation. D'autres choses? En fait, oui, il y a d'autres choses après. Je vais peut-être finaliser juste ça pour expliquer un peu. Oui. Donc, une fois que ça c'est fait, il va y avoir aussi donc ce qu'on va appeler le traitement des organes internes. Donc, une fois qu'on a enlevé le sang puis qu'on a injecté là, notre produit partout puis qu'on a fait un beau massage à la personne décédée pour s'assurer en fait que le produit aille partout. Donc, le traitement des organes internes. Supposons que quelqu'un est décédé puis que la dernière chose qu'il a mangé, c'était de la soupe au brocoli. Faut pas que ça reste dans la bedaine parce que là, ça va faire des pertes. On s'entend. Donc, il faut en fait venir enlever ce qu'il y avait donc, dans les organes, effectivement, aussi. Donc, à ce moment-là, on a un instrument qui s'appelle un trocar, qui est... On va s'imaginer ça comme étant une grande aiguille, en fait. Puis, avec cet instrument-là, on va venir faire une petite ponction. Puis, on va venir vider, en fait, les organes de leur contenu. Donc, on va vider la vessie, on va vider les intestins. Des fois, on va venir... tout le temps, on va venir vider les poumons parce qu'il peut y avoir des gaz, de l'air, bien entendu. Il peut y avoir de l'eau aussi, des liquides. On le sait des fois, dépendamment du moment, de comment est-ce qu'on décède, de la cause de décès. Il peut y avoir donc des fluides dans les poumons. Donc, on va venir enlever tout ça. Et encore là, par le même petit trou de ponction qu'on va avoir fait, on va venir réinjecter dans les organes aussi du produit de préservation. Ce qui va faire en sorte que la personne va être vraiment préservée de bord en bord. Au complet. Puis on va avoir enlevé, en fait, donc à l'intérieur du corps, ce qui pouvait faciliter ou en fait favoriser le développement de bactéries et donc la décomposition du défunt. Donc, ce qui était ingéré par la personne, les fluides et donc le sang, principalement. Une fois que ça c'est fait, on renettoie la personne. Et là, ça, c'est la toilette, un peu comme quand on se prépare pour sortir, là. Donc, la toilette où on se met beau. Donc, les cosmétiques aussi. Et habiller la personne, la déposer dans son cercueil pour pouvoir l'exposer. Donc, c'est vraiment... ça fait le tour un peu, là, des soins qu'on peut offrir à différents niveaux. Puis ça dure combien de temps? En tout, mettons, un embaumement, quand tu commences jusqu'à la fin? Un embaumement, on va dire peut-être une moyenne d'à peu près 2 heures. Ça peut être un petit peu plus, ça peut être un peu moins. Si on a des cas où quelqu'un, par exemple, qui a eu un accident, puis qui a des blessures qu'il faut corriger, à ce moment-là, c'est sûr qu'on peut étendre ça à plusieurs heures.
dépendamment de certaines circonstances. Des fois, ça va être des soins sur plusieurs jours aussi. Donc ça, c'est important quand un thanatologue vous demande de lui laisser du temps. C'est pas pour le fun d'aller se prendre des vacances, là. Des fois, il y a des soins qui requièrent de laisser agir certains produits ou qui sont par étapes une chose à la fois et que ça peut prendre plusieurs jours. Donc, il faut être en mesure en fait, chaque thanatologue va reconnaître, en fait, la technique qui a besoin d'être faite selon les circonstances du décès et pouvoir offrir des soins. Donc, effectivement, de quelques heures à quelques jours, dépendamment de ce qui est requis. Y a-t-il des familles qui ont vu, mettons, le travail puis qui ont fait comme non, ça y ressemble pas? Ça arrive. Ben ouais? oui, ça arrive. Okay. Ça arrive pour différentes raisons. Premièrement, l'embaumement en tant que tel, c'est un côté scientifique, mais un côté très artistique. Puis encore là, des fois, selon la cause de décès, c'est pas nécessairement facile de ramener la personne à ce qu'elle était. On peut parler de quelqu'un, par exemple, qui aurait été hospitalisé longtemps, très malade longtemps. La personne peut avoir perdu beaucoup de poids. À ce moment-là, ramener la personne à son poids original, c'est pas toujours possible ou c'est pas toujours... c'est dangereux, en fait, d'arriver puis de mettre peut-être un petit peu trop de poids, puis là, ça donne l'impression que la personne est gonflée plutôt qu'en santé. Donc, il peut se passer des choses comme ça. Si on parle de soins cosmétiques ou de soins de reconstruction suite à un accident, par exemple, quelqu'un qui aurait le visage qui aurait été abîmé lors de son décès, en fait, reconstruire tout ça, ça demande une précision particulière. Je pense que tous les thanatologues sont aptes à faire une partie de ça, mais vu qu'il y a un petit côté artistique, il y a des thanatologues qui l'ont peut-être mieux développé que d'autres ou qui ont des ressources différentes aussi pour pouvoir procéder. Donc, en fait, le résultat ne peut pas être garanti à 100% à chaque fois par tout le monde, si je peux dire ainsi. C'est un travail très précis. On s'entend reconnaître quelqu'un, c'est une question de millimètre près. Hein. Un millimètre près de quelque chose qui change dans le visage va faire en sorte qu'on reconnaît ou non la personne. Donc c'est ça. C'est un petit peu... C'est difficile parce que, tu sais, toi, souvent, tu l'as jamais vu, cette personne-là. Là. Fait que, il faut que tu te fies à une photo, mais une photo, c'est statique, là. Effectivement, une photo, c'est statique. La photo n'est pas nécessairement prise la semaine passée. Il se passe bien des choses là-dedans. Donc, effectivement, c'est pas la thanatoplastie. Donc, le fait de venir, en fait, offrir des soins cosmétiques et retravailler, en fait, l'apparence d'une personne, c'est une branche de la thanatopraxie qui est assez complète en soi. OK. Hey, là, depuis tantôt, je pense avant de terminer, là. Oui. OK, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas le visuel, qui ne sont pas sur YouTube, toi, tu as ton chandail « Not Dead » écrit en gros dessus. Puis moi, j'ai fait exprès de mettre Michael de The Office, qui c'est écrit « I'm dead inside ». Qui est vraiment sweet. Fait que je voulais finir sur ça. Je trouve que c'est une belle attention. Mon chandail, je l'ai rentré dans mes jeans, fait que tu vois pas, mais la ligne d'en bas, c'est « Not Dead Yet ». Oh! Ce sont les paroles d'une chanson de Frank Turner qui... En fait, je vous chanterai pas rien, inquiétez-vous pas là-dessus, je m'embarque pas là-dedans. Mais donc, en fait, comme quoi on peut toujours s'améliorer, on peut toujours devenir une meilleure personne tant si longtemps qu'on n'est pas décédé. On peut toujours faire mieux. Donc, très belle chanson, Get Better, puis de Frank Turner. Puis, en fait, oui, son chandail, je l'aime parce que, en fait, il y a le fait que j'y crois. Tant qu'on est vivant, on peut s'améliorer. Mais il y a aussi le fait que je trouve ça particulièrement ironique. C'est concept de me promener avec mon chandail qui indique que je ne suis pas encore décédée. Oui, vraiment. Hey, merci Marie, c'était super le fun. Ça te tente-tu de rester avec moi pour un petit segment Patreon? Absolument, ça me fait grand plaisir. Good, fait qu'on se voit bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.